Le matin du 19 septembre 1944, l'Oberleutnant Klaus Richter se tenait dans la coupole du commandant de son char Panther, scrutant le bocage enveloppé de brouillard de l'est de la France avec une inquiétude croissante. Le vétéran de 26 ans avait survécu 2 ans sur le front de l'Est, affronté des T-34 soviétiques à Koursk et gagné sa croix de fer dans l'enfer d'innombrables engagements. Rien dans ce creuset de feu ne l'avait préparé à ce que les Américains déchaînaient à l'ouest. Une machine si rapide, si mortelle que ses camarades commandants de Panzer en parlaient à voix basse avec les mêmes tons craintifs, autrefois réservés à la discussion des roquettes Katyusha. Ils l'appelaient le Hellcat. L'équipage de Richter avait d'abord entendu les rumeurs 3 semaines plus tôt près de Nancy. Une compagnie de Panthers 12 chars représentant la meilleure ingénierie blindée allemande effectuait un retrait tactique lorsqu'ils ont rencontré des chasseurs de chars américains. En 17 minutes, 8 Panthers étaient des épaves en flammes. Les survivants ont rapporté quelque chose d'impossible, des véhicules ennemis apparaissant de nulle part, tirant, puis disparaissant avant que le tir de retour ne puisse être coordonné. Un artilleur traumatisé a affirmé qu'il avait obtenu un coup solide sur un chasseur de chars américain pour le voir accélérer à des vitesses qui semblaient défier les lois de la physique et de la guerre. Les officiers du renseignement ont d'abord rejeté ces rapports comme de la fatigue au combat ou de l'exagération. Puis le schéma s'est répété à Haracourt, à Lunéville, à chaque engagement où les forces blindées américaines s'affrontaient aux panzers allemands. Selon les rapports après action compilés par le haut commandement de la Wehrmacht, les équipages de chars allemands signalaient des temps de contact ennemis moyens entre 2 et 4 minutes avant que les véhicules américains ne disparaissent. Les mathématiques étaient dévastatrices. Dans ces brèves fenêtres, les Américains obtenaient des ratios de destruction qui renversaient la doctrine blindée conventionnelle. Le M18 Hellcat, comme les documents du renseignement allié l'ont confirmé plus tard, représentait un départ radical de la philosophie traditionnelle des chasseurs de chars. Là où les Jagdpanzer allemands et les Sherman américains privilégiaient la protection blindée, les concepteurs du Hellcat chez Buick, oui, le constructeur automobile avait été engagé pour le construire, ont choisi une voie différente. Ils ont supprimé tout ce qui n'était pas essentiel à une seule mission, tuer les chars ennemis et survivre par la vitesse, pas par l'acier. Le résultat fut un véhicule qui ne pesait que 17 tonnes, monté d'un canon de 76 mm, capable de pénétrer 10 cm de blindage à 1000 yards et possédait un moteur radial à 9 cylindres qui le propulsait à 88 km/h sur les routes. Richter étudia le manuel technique américain que sa section de renseignement avait capturé d'un Hellcat détruit près de Metz, comme référencé dans les archives officielles de l'armée américaine du théâtre d'opérations européen. Les spécifications du manuel se lisaient comme de la fiction. Vitesse maximale sur route de 88 km/h, vitesse tout-terrain de 56 km, un rapport puissance-poids qui en faisait le véhicule blindé à chenilles le plus rapide de la guerre. Sa Panther, aussi magnifique soit-elle avec son blindage incliné et son redoutable canon de 75 mm, pouvait gérer 40 km/h sur les routes dans des conditions idéales. Dans la réalité de la France déchirée par la guerre, avec ses routes criblées de cratères et ses champs boueux, 24 km étaient plus réalistes. Les implications tactiques étaient profondes et terrifiantes. La Panther de Richter avait besoin d'environ 45 secondes pour acquérir une cible, calculer la portée et tirer. Le rechargement prenait 15 secondes supplémentaires. Si un M18 apparaissait à portée de combat efficace, disons 1000 mètres, et que son équipage performait parfaitement, il pourrait tirer 2, peut-être 3 obus. Mais la vitesse du Hellcat signifiait qu'il pouvait traverser ce terrain mortel en moins de 90 secondes, tirer son canon avec le nouveau système de traverse hydraulique américain qui faisait pivoter la tourelle de 360 degrés complet en seulement 20 secondes et être parti avant que le 3e tir allemand ne quitte même le canon. 3 minutes, c'était tout le temps que les équipages de chars allemands avaient. L'histoire du Hellcat n'a pas commencé sur les champs de bataille d'Europe, mais dans les couloirs paniqués de la planification militaire américaine pendant 1941. Le général de division Andrew Bruce, commandant nouvellement nommé du centre de chasseurs de chars à Camp Hood, Texas, avait étudié les tactiques de blitzkrieg allemandes qui ont dévasté la Pologne et la France. Il est parvenu à une conclusion controversée. La réponse aux attaques massives de Panzer n'était pas plus de chars ou un blindage plus épais. C'était la vitesse, la puissance de feu et la mobilité tactique concentrées dans des bataillons spécialisés de chasseurs de chars.
La philosophie de Bruce, détaillée dans les publications doctrinales tactiques et de tir du centre de chasseurs de chars de cette période, contredisait la sagesse conventionnelle. Là où les planificateurs britanniques et soviétiques construisaient des véhicules plus lourds et plus blindés, Bruce voulait quelque chose qui pourrait répondre aux percées de blindés ennemis avec une rapidité dévastatrice. Sa vision appelait à des plateformes légèrement blindées, hautement mobiles, qui fonctionneraient comme des destroyers navals, d'où le nom, courant pour intercepter et détruire les concentrations de blindés ennemis avant qu'ils ne puissent exploiter les brèches dans les lignes américaines. Le contrat de développement est allé à la division moteur Buick, partie de la conversion industrielle de guerre massive de General Motors. L'ingénieur en chef du projet, un ancien concepteur de voitures de course nommé J. Edward Campbell, a abordé l'assignation avec une pensée automobile plutôt que militaire traditionnelle. Là où les concepteurs de chars commençaient généralement par les exigences de blindage et ajoutaient la mobilité comme une réflexion après coup, Campbell a commencé avec le châssis d'un char léger M24 Chaffee modifié, l'a dépouillé pour économiser du poids, puis a posé à son équipe une question révolutionnaire. À quelle vitesse pouvons-nous le faire aller ? La réponse a émergé de l'arsenal de Détroit en juillet 1943. Le prototype T-70, qui deviendrait le M18, pesait 17 tonnes comparé aux 30 tonnes du Sherman ou aux 45 de la Panther. Son moteur Continental R975, conçu à l'origine pour les avions, générait 400 chevaux. Lorsque les pilotes d'essai l'ont poussé à pleine puissance pour la première fois au Aberdeen Proving Ground, le véhicule a atteint des vitesses qui ont fait croire aux observateurs que les compteurs de vitesse dysfonctionnaient. Selon les archives du département d'artillerie de l'armée américaine de cette période, les ingénieurs s'inquiétaient initialement que la suspension ne puisse pas supporter le stress. Mais la conception, influencée par la course de Campbell, incorporait des innovations empruntées aux voitures de course d'Indianapolis. Buick a commencé la production complète en janvier 1944 dans son installation de Flint, Michigan. La chaîne de montage convertie de la fabrication d'automobiles a produit les premiers Hellcat prêts au combat en mars. Au moment de l'invasion de Normandie le 6 juin 1944, les premiers bataillons de chasseurs de chars équipés de M18 arrivaient en Angleterre. Le théâtre d'opérations européen recevrait finalement plus de 2400 Hellcats organisés en bataillons qui opéraient avec une indépendance inhabituelle dans la structure rigidement hiérarchique de l'armée américaine. Les équipages sélectionnés pour les bataillons Hellcat ont subi un entraînement spécialisé qui mettait l'accent sur l'agression et l'initiative. Contrairement aux unités de chars conventionnelles qui opéraient en formation coordonnée avec le soutien de l'infanterie, la doctrine des chasseurs de chars exigeait que les commandants identifient les concentrations de blindés ennemis, courent vers des positions avantageuses, s'engagent depuis une embuscade et se retirent avant que les forces ennemies ne puissent coordonner un contre-feu efficace. La devise officielle de la force de chasseurs de chars, chercher, frapper et détruire, n'était pas de la simple propagande. C'était une doctrine opérationnelle distillée en 3 mots. Le lieutenant Marcus Webb du 704e bataillon de chasseurs de chars a vécu son premier engagement de combat dans le Hellcat le 12 août 1944 pendant la percée américaine de Normandie. Son bataillon avait été positionné près d'Argentan lorsque les forces allemandes ont lancé une contre-attaque avec des éléments de la 2e division Panzer. Le peloton de Webb, 5 Hellcats opérant comme une unité indépendante, a intercepté une colonne de 8 Panzer IV tentant de renforcer la ligne défensive allemande. L'engagement a duré 11 minutes. Le rapport après action de Webb, préservé dans la collection d'archives de la Seconde Guerre mondiale des Archives nationales, décrit une bataille mobile où son peloton a utilisé la vitesse et la manœuvrabilité pour dicter tous les termes de l'engagement. L'équipage de son Hellcat courait vers des positions de tir sur les flancs de la colonne allemande, tirait 3 ou 4 obus, puis accélérait avant que les Panthers ne puissent mettre en jeu leurs canons plus lourds. Lorsque les chars allemands tentaient de se retourner pour faire face à la menace, d'autres Hellcats apparaissaient sous différents angles, transformant l'engagement en un match d'échecs tridimensionnel joué à 80 km/h. Les 8 chars allemands ont été détruits. Le bataillon de Webb a subi un Hellcat désactivé par une chenille jetée, pas par le feu ennemi, et 2 membres d'équipage blessés par des éclats d'obus. Le sergent Thomas Red Morrison grimpa dans la tourelle de son M18 un matin d'octobre froid de 1944, à l'extérieur de la ville française de Bruyères, passant par le rituel pré-combat familier qui séparait les chasseurs de chars professionnels des simples opérateurs. Le Hellcat exigeait des compétences différentes des chars conventionnels, des instincts différents, et Morrison, ancien mécanicien de stock car de Géorgie,
possédait exactement le mélange d'intuition mécanique et de confiance agressive que le véhicule exigeait. Le compartiment d'équipage était exigu, à ciel ouvert, et protégé par un blindage qui n'arrêterait rien de plus grand que des obus de calibre de fusil. La philosophie de conception était brutalement simple. Si les obus ennemis vous frappaient, vous aviez déjà commis une erreur tactique fatale. La survie du Hellcat dépendait d'être ailleurs quand le tir de retour arrivait. Cette tourelle ouverte, qui semblait être une vulnérabilité, fournissait en fait des avantages cruciaux. Elle réduisait le poids, améliorait la conscience situationnelle de l'équipage et permettait une manipulation plus rapide des munitions. Dans le combat rapproché des forêts et villages européens, entendre le blindé ennemi s'approcher avant de le voir pouvait signifier la différence entre embusqueur et victime. L'équipage de Morrison se composait de 5 hommes, chacun formé de manière croisée sur plusieurs positions. Le conducteur, le caporal James Kowalski, pouvait amadouer le moteur Continental à travers un terrain qui embourberait les véhicules plus lourds. Sa compréhension du système de suspension à barre de torsion du Hellcat frôlait le surnaturel. Il prétendait pouvoir sentir le véhicule lui dire où se trouvait le sol solide. Le conducteur adjoint, le soldat Danny Chen, opérait la mitrailleuse de proue, mais passait la plupart des engagements à scanner les menaces et à tracer les routes d'évacuation. Son travail était de penser 3 coups d'avance. Dans la tourelle, le tireur et le chargeur travaillaient dans le rythme synchronisé qui déterminait si l'équipage vivait ou mourait. Le caporal Marcus Washington, le tireur, avait fréquenté l'école d'artillerie avant de se porter volontaire pour les chasseurs de chars. Il comprenait la balistique intuitivement, calculant la portée, le vent et le mouvement de la cible dans les secondes disponibles. Son partenaire, le soldat de première classe Antonio Rodriguez, pouvait charger le canon de 76 mm en moins de 10 secondes, même lorsque le véhicule traversait un terrain brisé à 48 km/h. Le canon M1A2 de 76 mm représentait l'innovation industrielle américaine à son meilleur. Selon les spécifications techniques documentées dans le manuel de terrain de l'armée américaine 340 chasseurs de chars M18, l'arme tirait des obus perforants à 853 mètres par seconde. À 1000 yards, environ 900 mètres, il pouvait pénétrer 10 cm de plaques de blindage verticales. Cela était suffisant pour vaincre le blindage frontal des Panzer IV allemands et le blindage latéral des Panthers et Tigers. Le système de traverse hydraulique de tourelle, emprunté aux montures de canons navals, permettait à l'équipage de faire pivoter la tourelle entière de 360 degrés en 20 secondes, comparé à plus d'1 minute pour les systèmes à manivelle manuelle dans les chasseurs de chars américains antérieurs. Mais la véritable innovation était comment les équipages Hellcat employaient le système d'armes. La doctrine traditionnelle des chars mettait l'accent sur les engagements frontaux, où l'épaisseur du blindage et la pénétration du canon déterminaient la victoire. La doctrine Hellcat rejetait complètement ce paradigme. Morrison et ses camarades commandants étaient formés pour utiliser la vitesse et la manœuvre pour obtenir des tirs de flanc ou arrière, où même le blindage allemand le plus lourd était vulnérable. Le Hellcat n'était pas conçu pour s'affronter corps à corps avec les Panthers. Il était conçu pour apparaître sur leurs flancs, les tuer et disparaître avant que leurs compagnons ne puissent répondre. La doctrine tactique développée à travers des mois d'entraînement et affinée au combat suivait un schéma cohérent. Les éléments de reconnaissance localisaient le blindé ennemi. Le peloton Hellcat, généralement 5 véhicules opérant ensemble, utiliserait sa vitesse pour courir devant l'avance ennemie ou faire le tour derrière les positions ennemies. Ils établiraient des positions d'embuscade avec des routes de retrait soigneusement planifiées. Lorsque le blindé allemand apparaissait, les Hellcats s'engageaient depuis le flanc ou l'arrière à des portées entre 800 et 1200 mètres, assez proches pour une pénétration garantie, assez loin pour fournir un temps d'évacuation. Le moment critique venait après le tir. Pendant que les équipages allemands identifiaient encore la direction de la menace, les conducteurs Hellcat accéléraient déjà, utilisant les caractéristiques du terrain et les routes préplanifiées pour rompre le contact visuel. Au moment où les chars allemands faisaient pivoter leurs tourelles et se préparaient à rendre le feu, le Hellcat serait à 300 mètres et accélérant. 60 secondes plus tard, il serait derrière la prochaine colline ou ligne d'arbres, se repositionnant pour une autre attaque sous un angle différent. Morrison avait raffiné ce balai de violence à travers 15 engagements séparés. Son équipage opérait avec la précision d'une équipe de stand d'Indianapolis. Ils avaient prouvé que la vitesse n'était pas seulement une question de moteur. C'était la rapidité avec laquelle vous pouviez identifier les cibles, tirer avec précision et exécuter le retrait tactique. Son record personnel était de 7 secondes de l'acquisition de la cible au premier obus tiré. Dans la doctrine Hellcat, c'était une éternité.
certains équipages obtenaient des temps d'engagement de 5 secondes. Le Hauptmann Friedrich Weber était assis dans le sous-sol d'une ferme réquisitionnée près de Metz, étudiant les rapports après action qui peignaient une image de plus en plus sombre des opérations blindées allemandes à l'ouest. En tant qu'officier du renseignement de la 11e division Panzer, le travail de Weber était de trouver des schémas dans les données de combat et de développer des contre-mesures. Le schéma émergent de ces rapports défiait chaque principe de guerre blindée qu'il avait appris sur les terrains d'entraînement Panzer à Münster. Les chiffres racontaient une histoire que le haut commandement allemand ne voulait pas reconnaître. En septembre 1944 seulement, les forces panzer allemandes en France avaient perdu plus de 300 chars de tout type. Les bataillons M18 L4 américains, comptant moins de 200 véhicules dans le secteur, étaient crédités d'environ 130 destructions confirmées. Le ratio destruction-perte approchait 6 contre 1 en faveur du L4. Pour une armée qui avait bâti sa réputation sur la supériorité blindée, ces chiffres représentaient quelque chose de plus troublant que de simples défaites tactiques. Il suggérait que les hypothèses fondamentales sur la guerre blindée étaient invalidées par l'innovation américaine. L'analyse de Weber, dont des portions survivent dans les archives de la Wehrmacht capturées par l'armée américaine à la fin de la guerre, identifiait le problème central. La doctrine Panzer allemande avait évolué sur le front de l'Est, où les engagements se produisaient à des portées dépassant 1500 mètres à travers un terrain de steppe ouverte. À ces distances, l'épaisseur du blindage et la puissance de pénétration du canon dominaient l'équation. Le canon de 75 mm de la Panther pouvait pénétrer le blindage du T-34 soviétique à 2000 mètres. Le canon de 88 mm du Tigre était mortel à des portées approchant 3000 mètres. Ces véhicules étaient conçus pour combattre et gagner des engagements où ils pouvaient être vus à 1 km de distance. Le terrain de l'Europe occidentale, le pays de bocage de Normandie, les forêts des Vosges, les rues urbaines étroites d'innombrables villes françaises et allemandes réduisaient les portées d'engagement à 300 mètres ou moins. À ces distances, le blindage plus léger du L4 devenait sans importance, tandis que sa vitesse et sa manœuvrabilité devenaient des avantages écrasants. Une Panthère qui avait besoin de 45 secondes pour acquérir et engager une cible ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec un L4 qui pouvait tirer avec précision en 7 secondes et disparaître en 30. Et les mathématiques étaient brutalement simples. Dans un scénario d'engagement typique, analysé par Weber, un peloton de L4 établirait une position d'embuscade le long d'une route d'approche allemande attendue. Lorsque les chars allemands apparaissaient, la première indication de la présence ennemie serait des obus perforants impactant déjà leurs véhicules. Les commandants de chars allemands avaient besoin d'environ 15 secondes pour identifier la direction de la menace, communiquer avec leur équipage et se préparer à riposter. La vitesse de rotation de la tourelle de la Panther, 15 degrés par seconde avec le système de traverse à manivelle, signifiait 6 à 8 secondes supplémentaires pour amener le canon sur la cible. Pendant ces 23 secondes, le Hellcat tirerait 2 fois, potentiellement 3 fois si le chargeur était exceptionnellement rapide. Ensuite, avant que les artilleurs allemands ne puissent même tirer un coup de réglage, le véhicule américain accélérerait pour s'éloigner. À l'accélération maximale, le Hellcat pouvait atteindre 30 miles par heure en environ 12 secondes. Au moment où les commandants de chars allemands avaient coordonné leur réponse, identifié les points de visée et tiré leur premier coup, le Hellcat serait à 200 mètres de sa position de tir et partiellement dissimulé par le terrain ou la végétation. Le temps de réponse allemand du premier contact au tir de retour efficace variait en moyenne entre 120 et 180 secondes, 2 à 3 minutes. Le temps d'exposition du Hellcat dans la zone de destruction était typiquement de 35 à 50 secondes. La fenêtre de vulnérabilité où les forces allemandes pouvaient réaliser un tir de retour efficace était essentiellement inexistante. Weber proposa plusieurs contre-mesures dans ses rapports. Espacement plus large entre les véhicules pour empêcher les destructions multiples dans une seule embuscade. Éléments de sécurité prépositionnés pour reconnaître les routes avant l'engagement des forces principales. Coordination avec l'infanterie pour débusquer les positions d'embuscade suspectées. Utilisation plus agressive du tir indirect, des mortiers et de l'artillerie pour saturer les positions suspectées de Hellcat. Chaque contre-mesure avait été essayée. Aucune n'était particulièrement efficace. Le matin du 24 octobre 1944 apporta une pluie verglaçante aux montagnes des Vosges où le peloton de Hellcats du lieutenant Marcus Webb du 704e bataillon de chasseurs de chars s'était retranché le long d'une ligne de crête surplombant l'approche de Saint-Dié. Le temps était misérable, la visibilité était mauvaise et cela en faisait des conditions de chasse parfaites.
Les blindés allemands essayant de naviguer dans les cols de montagne seraient canalisés dans des routes prévisibles, leurs avantages habituels en blindage et portée de canon annulés par le terrain et la météo. Webb avait positionné ses 5 Hellcat dans des positions soigneusement préparées qui exploitaient chaque caractéristique de la ligne de crête. Chaque véhicule avait une position de tir primaire avec des lignes de vue claires sur la route de la vallée en contrebas, plus 2 positions alternatives connectées par des routes que ses conducteurs avaient mémorisées dans l'obscurité. Les positions étaient suffisamment espacées pour que l'artillerie allemande ne puisse supprimer plusieurs véhicules simultanément, mais assez proches pour que le peloton puisse concentrer le feu sur n'importe quelle cible. Les routes d'évacuation menaient sur le versant opposé de la crête, où les Hellcats pouvaient rompre le contact et se repositionner avant que les observateurs allemands ne puissent coordonner un tir de contre efficace. Les interceptions radio suggéraient qu'une colonne blindée allemande tenterait de renforcer des positions plus au nord. L'officier du renseignement de la division estimait une force de la taille d'une compagnie, probablement 12 à 15 chars, probablement un mélange de Panthers et de Panzer IV. Le peloton de Webb n'engagerait pas toute la colonne. Ils attendraient que les éléments de tête entrent dans la vallée, détruiraient les 2 ou 3 premiers véhicules pour bloquer la route, puis se concentreraient sur l'arrière de la colonne pour empêcher le retrait. Les Allemands seraient piégés dans la vallée, incapables d'avancer ou de reculer, tandis que les Hellcats de Webb les détruiraient systématiquement depuis des positions que l'ennemi ne pouvait pas engager efficacement. La colonne allemande apparut à 7h40, exactement à l'heure prévue. Webb compta 17 véhicules, 4 Panthers en tête, suivis d'une formation mixte de Panzer IV et ce qui ressemblait à quelques Jagdpanzer IV fermant la marche. Ils se déplaçaient prudemment, ce qui était intelligent, mais la prudence n'aidait pas beaucoup quand on était canalisé dans une vallée avec une mauvaise capacité de manœuvre et des ennemis sur les hauteurs. Webb attendit que la Panther de tête soit directement sous sa position, peut-être à 600 mètres. À cette portée, le canon de 76 mm du Hellcat traverserait le blindage supérieur de la Panther comme du papier. Il donna l'ordre de feu et le caporal Washington envoya le premier obus. Le projectile perforant frappa le pont moteur de la Panther et le char s'immobilisa, de la fumée s'échappant de ses évents. Avant que l'équipage allemand ne pût s'évacuer, le deuxième Hellcat du peloton de Webb tira, frappant le même véhicule dans la coque arrière. La Panther éclata en flammes. Les autres Hellcats ouvrirent le feu dans la séquence coordonnée qu'ils avaient pratiquée. Le quatrième véhicule de la colonne allemande, un Panzer IV, reçut un coup qui pénétra son anneau de tourelle, provoquant le blocage de la tourelle. Le dernier véhicule, l'un des Jagdpanzer, fut frappé dans le compartiment moteur et commença à brûler. La colonne allemande était maintenant piégée, incapable d'avancer au-delà de la Panther en flammes ou de reculer au-delà du Jagdpanzer détruit. Ce qui suivit fut une leçon magistrale dans l'emploi tactique des chasseurs de chars. Pendant les 42 minutes suivantes, selon le rapport après-action de Webb, conservé dans les archives de l'armée américaine, son peloton engagea systématiquement les véhicules allemands piégés. Les Hellcats tiraient depuis une position, puis se déplaçaient immédiatement vers une position alternative avant l'arrivée du tir de retour allemand. Les Allemands tentèrent d'organiser des réponses coordonnées, mais la combinaison de mauvaise visibilité, terrain confus et mobilité du Hellcat rendait impossible d'obtenir un contrôle de feu efficace. Les commandants de chars allemands ne pouvaient maintenir un contact visuel avec les véhicules américains assez longtemps pour coordonner des réponses. Au moment où une Panther identifiait une position de tir de Hellcat et faisait pivoter sa tourelle pour engager, le véhicule américain était déjà parti, réapparaissant quelques secondes plus tard depuis un angle complètement différent. L'effet psychologique était dévastateur. Les équipages allemands combattaient un ennemi qu'ils ne pouvaient pas coincer, ne pouvaient pas prédire et ne pouvaient pas fuir. L'Oberst Gustav Hoffmann avait commandé des unités Panzer depuis l'invasion de la Pologne en 1939. Il avait survécu à 3 hivers sur le front de l'Est et gagné la Croix allemande en or pour son leadership pendant la retraite de Koursk. Il avait affronté le blindage soviétique dans des situations où les erreurs tactiques signifiaient la mort immédiate. Il avait développé des instincts pour le combat blindé qu'il avait maintenu en vie pendant 5 ans de guerre et formé d'innombrables jeunes officiers Panzer à l'arithmétique brutale du combat char contre char. Le Hellcat américain le força à remettre en question tout ce qu'il croyait comprendre sur la guerre blindée. Son bataillon avait rencontré des Hellcats pour la première fois près de Lunéville le 18 septembre 1944. L'engagement dura 19 minutes et coûta à Hoffmann 7 Panthers, presque la moitié de sa force effective.
en échange d'un véhicule américain désactivé par un tir chanceux qui endommagea sa transmission. L'analyse après action révéla ce qui aurait dû être évident. Ces Panthers étaient de magnifiques véhicules conçus pour la mauvaise guerre. Ou plutôt, les Américains avaient inventé un nouveau type de guerre où les avantages traditionnels du Panzer devenaient des handicaps. Le front de l'Est avait enseigné à Hoffmann que les engagements blindés concernaient 4 facteurs: pénétration du canon, protection blindée, formation de l'équipage et supériorité numérique. Les chars allemands détenaient généralement des avantages dans les 2 premières catégories. Les forces soviétiques dans la 4e et la 3e déterminaient quel camp pouvait exploiter ces avantages le plus efficacement. Ce calcul s'était avéré vrai à travers des milliers d'engagements de Smolensk à Kharkov à Koursk. Le L4 introduisit un 5e facteur qui invalidait l'équation traditionnelle: la vitesse comme arme offensive et protection défensive. Hoffmann étudia la doctrine américaine des chasseurs de chars à travers des manuels d'entraînement capturés et des interrogatoires de prisonniers d'unités L4, comme documenté dans les rapports de renseignement de la Wehrmacht de cette période. L'approche américaine rejetait chaque principe fondamental de la doctrine Panzer allemande, là où les chars allemands avançaient en formation se soutenant mutuellement, avec des champs de tir qui se chevauchaient. Les L4 opéraient selon des schémas dispersés où les véhicules individuels agissaient semi-indépendamment. Là où la doctrine allemande mettait l'accent sur la tenue du terrain et le combat depuis des positions défensives, les chasseurs de chars américains traitaient chaque position comme temporaire, ne restant jamais statiques assez longtemps pour que les forces ennemies coordonnent des réponses efficaces. L'aspect le plus troublant était la façon dont la doctrine américaine exploitait la vitesse de leurs véhicules pour obtenir des avantages constants au premier tir. D'après l'expérience d'Hoffmann, les engagements blindés étaient généralement décidés par celui qui repérait l'ennemi en premier et tirait le premier coup précis. L'optique allemande et la formation de l'équipage fournissaient traditionnellement des avantages dans l'acquisition de cibles, mais cela importait peu quand les Hellcats étaient déjà en position, attendant en embuscade avant même que les forces allemandes n'entrent dans la zone d'engagement. Hoffmann commença à mettre en œuvre des contre-mesures basées sur son analyse. Il réorganisa son bataillon pour opérer en formation plus petite et plus dispersée, qui était plus difficile à prendre en embuscade efficacement par les Hellcats. Il insista sur la reconnaissance agressive, utilisant l'infanterie et des véhicules plus légers pour reconnaître les routes avant d'engager ses précieuses Panthers. Plus important encore, il forma ses équipages à prioriser la vitesse d'engagement sur la précision. Mieux valait envoyer des obus rapidement, même s'ils n'étaient pas parfaitement visés, que de prendre le temps pour des solutions de tir idéales qui n'arriveraient jamais parce que la cible avait déjà disparu. Les nouvelles tactiques obtinrent un certain succès. Dans un engagement près de Château-Salins le 9 octobre 1944, le bataillon d'Hoffmann rencontra un peloton de Hellcats tentant d'établir des positions d'embuscade. Son élément de tête repéra les Américains se mettant en position, événement rare, et ouvrit immédiatement le feu, forçant les Hellcats à abandonner leur attaque avant qu'ils ne puissent établir leur configuration tactique préférée. Un Hellcat fut détruit, un autre endommagé, et le reste se retira. C'était la première fois que le bataillon d'Hoffmann obtenait de meilleurs taux d'échange contre les chasseurs de chars américains. Décembre 1944 apporta l'hiver le plus froid en décennie à la forêt des Ardennes, et avec lui vint le pari désespéré d'Hitler, la contre-offensive massive que les Alliés appelleraient la bataille des Ardennes. Pour les bataillons Hellcat dispersés à travers les lignes américaines, l'attaque allemande présentait des défis différents de tout ce qu'ils avaient rencontré pendant la poursuite à travers la France. Les Américains étaient sur la défensive, les forces allemandes avaient la supériorité numérique et le terrain gelé limitait les avantages de mobilité qui rendaient le Hellcat si mortel. Le 634e bataillon de chasseurs de chars équipé de Hellcats M18 se retrouva précipité vers la ville de Sainte-Witte le 17 décembre 1944 pour aider à contenir la pénétration allemande. Le capitaine James Thornton, l'officier des opérations du bataillon, observa depuis un poste d'observation sur une colline alors que des éléments de la 6e armée Panzer roulaient vers l'ouest, la plus grande concentration de blindés allemands qu'il avait vue depuis la Normandie. Les chiffres étaient intimidants. Le renseignement estimait plus de 200 chars allemands dans les vagues d'assaut se dirigeant vers les positions américaines. La situation tactique était sans précédent pour les opérations Hellcat. Au lieu de chasser les blindés allemands à travers la campagne ouverte de France,
Les chasseurs de chars mèneraient une bataille défensive depuis des positions préparées. Au lieu d'embuscades éclairs, ils devraient tenir des carrefours critiques contre des forces écrasantes. Le temps clouait au sol le soutien aérien allié, éliminant l'un des avantages clés américains. Le sol gelé rendait difficile l'installation et les chutes de neige lourdes réduisaient la visibilité que les tourelles ouvertes des Hellcats exploitaient habituellement. Thornton positionna ses Hellcats pour défendre le réseau routier critique convergeant sur Saint-Vith. Chaque peloton reçut des secteurs spécifiques à couvrir avec des positions de tir sélectionnées pour maximiser les avantages du M18 en performance de canon, tout en minimisant l'exposition aux tirs de retour allemands. Le plan prévoyait d'échanger de l'espace contre du temps, permettait aux forces allemandes d'avancer dans des zones de destruction préparées, d'infliger un maximum de pertes, puis de se retirer vers des positions secondaires avant que les forces allemandes ne puissent concentrer suffisamment de puissance de combat pour submerger les lignes américaines faiblement tenues. L'attaque allemande frappa les positions de Thornton le 18 décembre à l'aube. Les vagues d'assaut comprenaient des Panthers et des Panzer IV d'unités d'élite de la Waffen-SS soutenues par l'infanterie et des canons d'assaut. Les Allemands avançaient avec la précision méthodique d'unités vétéranes exécutant une opération bien planifiée. Mais en entrant dans les approches de Saint-Vith, ils rencontrèrent le même cauchemar qui hantait les commandants Panzer allemands depuis la Normandie. Des Hellcats apparaissant depuis des positions inattendues, tirant avec une précision mortelle, puis disparaissant avant que des réponses efficaces ne puissent être coordonnées. Le sergent d'état-major Raymond Cooper commandait l'un des Hellcats de Thornton, positionné à un carrefour crucial au sud de Saint-Vith. Sa position surplombait une vallée que les forces allemandes devraient traverser pour atteindre la ville. L'équipage de Cooper était arrivé la nuit précédente, avait installé leur Hellcat, utilisant le sol gelé pour créer une position en défilade qui n'exposait que la tourelle, et avait préparé 2 positions de tir alternatives, connectées par des routes qu'ils avaient marquées avec du ruban blanc visible dans la neige. La colonne allemande apparut à 6h30, une compagnie de Panthers s'avançant en formation avec soutien d'infanterie. Cooper les laissa s'approcher à 800 mètres, bien dans la portée efficace du canon de 76 mm avant d'ouvrir le feu. Son premier tir frappa la panthère de tête dans la plaque du glacis, l'obus perforant pénétrant et détonnant le stockage de munitions. Le char explosa de façon spectaculaire, bloquant la route et forçant les véhicules suivants à s'arrêter. Le chargeur de Cooper, soldat de première classe Antonio Rodriguez, avait déjà claqué l'obus suivant dans la culasse. Le deuxième tir frappa la panthère derrière le chef de file, pénétrant la tourelle et tuant l'équipage. Avant que les Allemands ne puissent localiser la position de Cooper, son conducteur avait le Hellcat en mouvement, filant le long de la route préplanifiée vers la deuxième position de tir à 200 mètres de distance. L'engagement entier, 2 coups, 2 destructions, déplacement vers une position alternative, a pris 38 secondes. Ce schéma s'est répété tout au long de la journée. Les Hellcats engageaient depuis des positions préparées, infligeaient des pertes, puis se retiraient avant que les forces allemandes ne puissent concentrer un tir de riposte efficace. La vitesse du M18 restait un avantage même dans les opérations défensives. Là où les canons anti-chars et les chasseurs de chars plus lents pouvaient être identifiés et détruits une fois que les forces allemandes avaient localisé leur position, les Hellcats pouvaient tirer et déguerpir, apparaissant à de nouveaux emplacements avant que l'artillerie allemande ne puisse ajuster le tir. Le lieutenant Karl Schmidt avait rejoint la 9e division Panzer SS en novembre 1944, un officier de remplacement fraîchement sorti de l'école de formation qui n'avait jamais connu le combat. Le commandant de son bataillon, un vétéran décoré de 4 années de combat, donna à Schmidt un conseil qui semblait contredire tout ce qu'il avait appris à l'entraînement. Lorsque vous rencontrez des chasseurs de chars américains, votre survie dépend de la compréhension que chaque principe tactique que vous avez appris est conçu pour vous faire tuer. Les Américains ne se battent pas comme nous vous avons appris à vous battre. Adaptez-vous ou mourrez. Le premier engagement de Schmidt avec les Hellcats eut lieu le 7 janvier 1945 pendant le retrait allemand des Ardennes. Son peloton de 4 Panthers s'assurait la sécurité de l'arrière-garde pour l'infanterie en retraite lorsqu'ils reçurent des rapports d'armures américaines avançant le long de leur route de retrait. Schmidt déploya ses chars dans une position défensive de manuel. Champ de tir qui se chevauche, bonne ligne de vue, flanc protégé, exactement comme prescrit dans les manuels d'entraînement. Les Hellcats apparurent de 3 directions différentes simultanément. Une embuscade coordonnée qui transforma la position soigneusement préparée de Schmidt en piège mortel. La première indication de la présence ennemie fut un obus perforant qui pénétra la panthère de son ailier à travers le blindage du pont arrière.
frappant le moteur et mettant le char en feu. Avant que Schmitt ne puisse émettre des ordres de tir, une deuxième panthère fut touchée sous un angle différent. Celle-ci fut frappée dans l'anneau de tourelle. La troisième panthère commença à faire pivoter sa tourelle vers l'une des positions ennemies, mais le Hellcat s'était déjà déplacé, apparaissant quelques secondes plus tard de derrière une ferme à 400 mètres sur la gauche. Le propre char de Schmitt était la quatrième panthère de la formation, et son conducteur réagit avec la pensée rapide qui leur sauva la vie. Sans attendre d'ordre, le conducteur mit la transmission en marche arrière et recula la panthère de 45 tonnes derrière une grange en pierre à pleine vitesse. Un obus perforant frappa le sol où ils avaient été positionnés une seconde plus tôt. Le conducteur continua à reculer, plaçant la grange entre la panthère et la dernière position ennemie connue, puis fit pivoter le char et accéléra loin du terrain de mise à mort. L'engagement dura 4 minutes, 3 panthères détruites, une échappée, et Schmitt ne tira jamais un seul coup. Il n'eut même jamais une vue claire des véhicules ennemis qui avaient dévasté son peloton. Dans son rapport d'après-action, conservé dans les archives militaires allemandes capturées après la guerre, Schmitt écrivit « Les chasseurs de chars américains ne s'engagent pas dans le combat. Ils exécutent. Il n'y a pas de bataille, seulement de la mise à mort. » Cette description capturait quelque chose d'essentiel à propos des tactiques Hellcat que la terminologie militaire traditionnelle avait du mal à exprimer. Les engagements blindés conventionnels impliquaient un combat mutuel. Les deux côtés manœuvraient, tiraient et tentaient d'obtenir un avantage tactique. Les opérations Hellcat éliminaient l'aspect mutuel. Les Américains imposaient leur volonté par la vitesse et le positionnement, créant des situations où les forces allemandes ne pouvaient pas répondre de manière significative. Ce n'était pas du combat. C'était de la destruction systématique. Au début de 1945, la Wehrmacht avait développé des contre-mesures plus efficaces contre les tactiques Hellcat, comme documenté dans les bulletins de formation allemands capturés de cette période. Les recommandations mettaient l'accent sur les formations dispersées, la reconnaissance agressive, le tir d'artillerie préventif sur les positions d'embuscade suspectées et le retrait immédiat lorsque le contact était établi, plutôt que de tenter de se battre. Essentiellement, la doctrine allemande reconnaissait que les Panthers ne pouvaient pas vaincre les Hellcats en engagement direct et recommandait d'éviter le contact chaque fois que possible. Cela représentait un changement psychologique remarquable pour une armée qui avait construit sa réputation sur des tactiques blindées agressives. La doctrine Blitzkrieg qui avait dévasté la Pologne, la France et initialement l'Union soviétique mettait l'accent sur une armure concentrée, attaquant au point de faiblesse de l'ennemi, réalisant une percée et une exploitation. Maintenant, les forces allemandes apprenaient à éviter le combat avec un type de véhicule ennemi spécifique, à traiter le contact avec les Hellcats comme une raison de se retirer plutôt que de s'engager. La guerre en Europe se termina le 8 mai 1945, mais l'impact du Hellcat sur la guerre blindée s'étendit bien au-delà de la destruction comptabilisée dans les rapports d'après-action. Le M18 avait validé un concept radical selon lequel la mobilité et la puissance de feu pouvaient se substituer à la protection blindée dans des applications tactiques spécifiques. Selon les statistiques officielles de l'armée américaine compilées après la guerre, les bataillons M18 Hellcat ont atteint le ratio de destruction-perte le plus élevé de tous les véhicules blindés américains dans le théâtre européen, environ dans l'ensemble, certains bataillons dépassant. Le 704e bataillon de chasseurs de chars, l'une des unités Hellcat les plus performantes, fut crédité de la destruction de plus de 600 véhicules blindés allemands pendant 11 mois d'opérations de combat de la Normandie à l'Allemagne. Le bataillon perdit 53 Hellcats pendant la même période, environ 40 suite à l'action ennemie, le reste en raison de panne mécanique ou d'accidents. Cela représentait un changement de paradigme dans le combat blindé, où la survie ne venait pas de résister au feu ennemi, mais de l'éviter entièrement grâce à une mobilité supérieure. La perspective allemande documentée dans les interviews d'après-guerre avec les commandants Panzer survivants révéla l'impact psychologique d'affronter les Hellcats. Oberst Hoffmann, qui survécut à la guerre, décrivit l'expérience dans ses mémoires publiés en 1953. Le M18 n'était pas simplement un système d'armes, il représentait une philosophie fondamentalement différente de la guerre blindée que notre doctrine ne pouvait pas contrer efficacement. On nous avait appris à gagner par la supériorité en blindage, en puissance de feu et en formation d'équipage. Les Américains ont démontré que la vitesse et la flexibilité tactique pouvaient surpasser les trois.
La tourelle ouverte du M18, initialement considérée comme une vulnérabilité par la pensée militaire conventionnelle, s'est avérée être un avantage dans les opérations de combat réelles. La conception économisa 3 tonnes de poids qui auraient été consommées par une tourelle entièrement fermée, permettant des vitesses plus élevées et une meilleure accélération. La conscience situationnelle améliorée de la tourelle ouverte aida les équipages à détecter les menaces plus tôt et à coordonner les réponses plus rapidement. Dans le terrain de l'Europe occidentale, où les portées d'engagement étaient généralement inférieures à 800 mètres, le blindage mince devint sans importance. Tout canon de char allemand qui obtenait un coup pénétrerait quelle que soit l'épaisseur du blindage. L'analyse d'après-guerre par le Conseil blindé de l'armée américaine identifia les facteurs clés du succès du L4 comme détaillés dans leur rapport technique de 1946. Premièrement, le rapport puissance-poids, qui permit une mobilité exceptionnelle. Deuxièmement, la traverse de tourelles hydrauliques qui permit un engagement rapide des cibles depuis n'importe quelle direction. Troisièmement, le canon de 76 mm qui pouvait vaincre le blindage allemand aux portées d'engagement typiques. Quatrièmement, et peut-être le plus important, la doctrine tactique qui exploita ses avantages techniques en succès opérationnels constants. L'influence du L4 façonna le développement des véhicules blindés d'après-guerre dans le monde entier. Le concept de véhicule léger, rapide, puissamment armé, optimisé pour des rôles tactiques spécifiques plutôt que pour un emploi polyvalent devint standard dans la planification militaire. L'AMX-13 français, l'ASU-85 soviétique et plus tard le M551 Sheridan américain reflétaient tous les leçons tirées du succès opérationnel du M18. L'accent mis sur la mobilité comme protection, l'importance des rapports puissance-poids et la valeur des véhicules spécialisés pour des missions tactiques spécifiques, tout remontait au palmarès de combat du L4 pour les équipages de chars allemands qui les affrontèrent en 1944 et 1945. Le M18 L4 représentait plus qu'un simple système d'armes efficace. Il symbolisait le moment où la capacité industrielle américaine et la pensée innovante se combinaient pour créer des solutions que la tradition militaire allemande ne pouvait contrer. Les 3 minutes que les équipages allemands avaient pour engager les L4 avant qu'ils ne disparaissent à 88 km/h devinrent emblématiques d'une vérité plus large. Dans la guerre moderne, la vitesse et l'adaptabilité pouvaient vaincre le blindage et la puissance de feu lorsqu'employés avec les bonnes tactiques. Le dernier emploi au combat des M18 L4 dans le service américain eut lieu pendant la guerre de Corée, où plusieurs bataillons furent déployés en 1950 pour contrer le blindage nord-coréen. Le terrain montagneux de la Corée présentait des défis différents du théâtre européen, mais la mobilité du L4 se révéla à nouveau décisive. Dans les premiers mois de la guerre, les unités M18 obtinrent un succès remarquable contre les chars T-34 fournis par les soviétiques, le 773e bataillon de chasseurs de chars étant crédité de la destruction de plus de 50 chars ennemis pendant la défense du périmètre de Busan. Le sergent-chef Thomas Morrison, qui avait commandé un L4 en Europe et s'était porté volontaire pour le service en Corée, se retrouva de retour dans une tourelle M18 près de la rivière Naktong en août 1950. La situation tactique était inversée par rapport à son expérience européenne. Maintenant, les forces américaines se défendaient contre des attaques blindées numériquement supérieures, mais les principes fondamentaux restaient inchangés. L'équipage de Morrison attendait dans des positions préparées, permettait aux T-34 nord-coréens d'avancer dans les zones de mise à mort, engageait depuis le flanc ou l'arrière, puis se déplaçait avant que les forces ennemies ne puissent coordonner des réponses. Les schémas d'engagement que Morrison a connus en Corée validèrent les leçons de l'Europe. La vitesse restait la protection principale du L4. La capacité de changer rapidement de position maintenait les forces ennemies déséquilibrées et les empêchait de concentrer une puissance de feu écrasante contre des véhicules individuels. Le canon de 76 mm qui s'était avéré efficace contre les Panthers allemandes vainquit facilement le blindage du T-34 aux portées d'engagement typiques. La tourelle ouverte, critiquée par certains planificateurs militaires comme obsolète, continua à fournir des avantages tactiques en conscience situationnelle et coordination d'équipage. Cependant, la guerre de Corée révéla également les limites du L4 dans le paysage évolutif de la guerre blindée. En 1950, le M18 était déjà obsolète comparé aux véhicules blindés plus récents entrant en service. L'arrivée de chars lourds fournis par les soviétiques plus tard dans la guerre
y compris l'IS-2 et l'IS-3, présentaient des défis que le canon du Hellcat ne pouvait pas surmonter de manière constante. L'arme de 76 mm qui avait été adéquate contre le blindage allemand de la Seconde Guerre mondiale avait du mal contre la protection frontale plus lourde des conceptions soviétiques d'après-guerre. Le dernier bataillon américain M18 fut désactivé en 1953, peu après l'armistice de la guerre de Corée. Le concept même de chasseur de chars tomba en disgrâce dans la doctrine militaire américaine. L'analyse d'après-guerre conclut que les unités spécialisées de chasseurs de chars étaient redondantes à une époque où les chars de bataille principaux pouvaient effectuer des missions anti-blindage tout en fournissant également une capacité de combat polyvalente. Le M18 fut remplacé par des véhicules comme le M48 Patton qui combinaient protection blindée, puissance de feu et mobilité dans une seule plateforme optimisée pour de multiples rôles tactiques. Pourtant, l'influence du Hellcat persista de manières inattendues. Plusieurs nations acquirent des M18 excédentaires après la guerre, certains restant en service jusque dans les années 70 et même 80. L'armée populaire yougoslave exploita des Hellcats jusqu'en 1972, valorisant leur mobilité en terrain montagneux. Les forces nationalistes chinoises à Taïwan employèrent des M18 jusqu'en 1965, les considérant comme des solutions rentables pour la défense côtière. Le Venezuela maintint une petite flotte de Hellcats jusqu'en 1975, les utilisant principalement pour l'entraînement plutôt que pour les opérations de combat. Les vétérans qui avaient servi dans les Hellcats pendant la Seconde Guerre mondiale portaient des souvenirs d'un véhicule qui représentait quelque chose d'unique dans l'histoire militaire. Un système d'armes si parfaitement adapté à sa doctrine tactique qu'il obtint un succès bien au-delà de ce que ses spécifications suggéraient possible. Lors des réunions de bataillons de chasseurs de chars organisées tout au long de la fin du XXe siècle, d'anciens membres d'équipage partagèrent des histoires qui mettaient l'accent non pas sur les caractéristiques techniques du véhicule, mais sur la confiance qu'il inspirait. La connaissance que vous pouviez distancer tout ce que vous ne pouviez pas combattre créait un avantage psychologique qui était aussi important que le canon ou le moteur. Les historiens techniques étudiant le M18 identifièrent des innovations spécifiques qui influencèrent le développement ultérieur des véhicules blindés. L'utilisation d'alliages d'acier léger à haute résistance dans la construction de la coque anticipa les avancées en sciences des matériaux qui devinrent standards dans la conception des chars d'après-guerre. Le système de traverse de tourelles hydrauliques adaptées des applications navales démontra la valeur d'emprunter des innovations d'autres domaines militaires. L'accent mis sur les principes d'ingénierie automobile dans la conception de véhicules militaires. Le passé de Campbell dans les voitures de course influençant le développement du Hellcat suggérait que l'expertise civile pouvait résoudre des problèmes militaires de manière que la pensée militaire traditionnelle pourrait manquer. L'histoire des équipages de chars allemands ayant 3 minutes pour engager les Hellcats avant qu'ils ne disparaissent à 88 km/h devint partie de la légende de la guerre blindée. Cité dans les académies militaires du monde entier comme exemple de la façon dont l'innovation tactique pouvait surmonter les désavantages apparents en blindage et puissance de feu, le M18 prouva que la guerre n'était pas simplement une question de construction de canons plus gros et de blindage plus épais. Parfois, la victoire venait d'être ailleurs quand le tir ennemi arrivait, de choisir les engagements selon vos ternes, de la vitesse et de la ruse plutôt que de la force brute. Dans les coins tranquilles des musées militaires à travers l'Amérique, des M18 Hellcats restaurés siègent comme monuments d'un bref moment où innovation, doctrine et exécution s'alignèrent parfaitement. Les véhicules semblent trompeusement petits comparés aux chars de bataille principaux modernes. Leurs tourelles ouvertes apparemment vulnérables, leur blindage mince apparemment inadéquat. Mais les vétérans qui les ont servis savaient différemment. Ils comprenaient que le Hellcat n'était pas conçu pour absorber les coups. Il était conçu pour ne jamais être là où les coups atterrissaient, dans cette niche tactique spécifique pour ce moment particulier de l'histoire militaire. Il était aussi proche de la perfection qu'un système d'armes ait jamais atteint. L'héritage vit dans les principes fondamentaux qui guidèrent l'emploi du Hellcat. Connaissez vos avantages, exploitez les faiblesses ennemies, dictez les termes de l'engagement et survivez pour combattre à nouveau. Ce n'étaient pas seulement des directives tactiques pour opérer un véhicule spécifique, c'étaient des principes intemporels de guerre que le M18 Hellcat démontra avec une efficacité mortelle à travers les champs de bataille de 2 guerres. Pour les équipages de chars allemands qui les affrontèrent, ces 3 minutes avant que le Hellcat ne disparaisse à 88 km/h ont dû sembler une éternité. Et pour beaucoup, c'était la dernière éternité qu'ils connaîtraient jamais.